Bonjour à tous, ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de terminale. Précédemment, nous avons réalisé le début de l'activité 2 du chapitre 2, dont l'objectif est d'expliquer, au moins partiellement, certaines causes et conséquences du réchauffement climatique actuel. Je vous propose maintenant de poursuivre et de terminer ce travail à distance en corrigeant les consignes 2 et 3. Je reviens juste un instant sur l'effet de serre, un phénomène dont vous entendez parler constamment dans les médias et que vous avez étudié entre autres l'année dernière en enseignement scientifique. Il s'agit donc ici d'un rappel, mais vous êtes néanmoins invité à refaire ce schéma avec moi, ce qui vous permettra peut-être de mieux comprendre et de mieux mémoriser. J'ai représenté ici une portion de la surface terrestre, laquelle est entourée d'une couche de gaz qui constitue l'atmosphère, qui finit par céder la place au vide de l'espace. Dans l'espace, à environ 150 millions de kilomètres de nous, le Soleil émet toute une gamme de rayons, dont la Terre reçoit une toute petite partie. Alors, je vais vous donner des valeurs moyennes en watts par mètre carré. Bien sûr, elles ne sont pas à prendre, mais elles vous aideront sans doute à comprendre en faisant un bilan chiffré des puissances reçues, absorbées, réfléchies, etc. 342 watts par mètre carré, c'est la puissance solaire reçue en moyenne par la Terre. Environ 70% sont absorbés par la planète, en considérant aussi bien la surface des continents, des océans, mais aussi l'atmosphère. 70% de 342, ça nous fait 235 watts par mètre carré. Et ça signifie que 30% ne sont pas absorbés, mais réfléchis par la Terre. Ça, c'est dû au pouvoir réfléchissant des surfaces, ce qu'on appelle l'albédo. Donc les surfaces plutôt blanches, comme les nuages, la glace ou la neige, renvoient directement une partie du rayonnement solaire incident. Et plus précisément, 107 watts par mètre carré, si on fait la soustraction 342 moins 235. Maintenant, l'énergie qui a été absorbée, elle va être réémise sous la forme d'un rayonnement thermique de type infrarouge, donc, dont la longueur d'onde est supérieure au domaine visible, et c'est ça qui produit de la chaleur, qui chauffe le sol et l'atmosphère. Ce rayonnement est émis en direction de l'espace, mais seule une fraction y parvient directement, et si on rajoute les infrarouges émis aussi par l'atmosphère, ça fait un peu plus, mais en additionnant les deux, 82 plus 17, ça fait 99 watts. Il reste donc 235 moins 99, 136 watts qui ne sont pas restitués. Alors à votre avis, qu'est-ce que cette énergie peut bien devenir? Eh bien, elle est renvoyée, réémise vers le sol, qui du coup reçoit à nouveau de la chaleur, et c'est ce qu'on appelle l'effet de serre, puisque le résultat est une augmentation de la température. Les 136 watts reçus par mètre carré sont ensuite réémis par le sol et l'atmosphère en direction de l'espace. Comme précédemment, une fraction y parvient, mais l'énergie résiduelle est redirigée encore une fois vers la planète et la partie de ping-pong continue ainsi. Elle continue jusqu'à ce que toute l'énergie soit finalement restituée. Si on fait le bilan, ça donne à peu près ça. Une fois qu'on a additionné tous les rayons qui vont dans un sens ou dans l'autre, on constate qu'il existe un équilibre dynamique. Si vous regardez l'énergie reçue par la Terre, ça fait donc 342 watts par mètre carré, vous remarquerez qu'elle est intégralement restituée à l'espace, 107 par la réflexion et 40 plus 195 de réémission d'infrarouge. Le total fait bien 342 watts. Maintenant, si on se place sur Terre, ce qui est finalement notre point de vue, et qu'on considère l'énergie absorbée, eh bien, il faut prendre en compte les 235 initialement absorbés, auxquels s'ajoutent 324 watts par mètre carré dus à l'effet de serre, ce qui n'est pas rien. Donc, si je fais le calcul, j'obtiens un total de 559 watts par mètre carré, et là on mesure bien cette amplification causée par l'effet de serre. Si on fait le bilan de l'énergie émise, 40 plus 195, ça nous fait 235 watts par mètre carré. La différence est flagrante. La première valeur est bien sûr supérieure à la seconde et on parle de forçage radiatif positif. Retenez bien ce terme, le forçage radiatif, c'est la différence entre deux énergies qui sont liées à des rayonnements, la première qui est reçue et la seconde qui est émise. Ce rappel étant fait, passons à la consigne 2, qui est la suivante. Sachant que le sol terrestre émet des infrarouges compris entre 7000 et 15000 nanomètres, identifiez les gaz qui participent à l'effet de serre et justifier la réponse. Alors, je reformule les infos principales. On me dit que des rayons infrarouges sont émis par le sol, ça je le savais déjà.
et on me précise la longueur d'onde qui est comprise entre 7 et 15 micromètres, puisqu'un micromètre est égal à 1000 nanomètres. Maintenant, grâce à mes connaissances, je sais que ces rayons vont être reçus par l'atmosphère, qui va en absorber une partie. C'est ce qu'on vient de voir il y a une minute. Le document 5 de l'activité présente 4 spectres d'absorption des infrarouges par des gaz atmosphériques, dioxygène, dioxyde de carbone, méthane et eau, qui se trouvent, comme vous le savez, sous forme de vapeur dans l'air. Alors si vous regardez bien, on mesure en fait la transmittance en pourcents. La transmittance, d'une manière générale, c'est le rapport entre ce qui sort et ce qui entre dans un système. Par exemple, un rayon incident I0 de longueur d'onde lambda traverse un milieu, une partie est retenue et l'autre est transmise, c'est le rayon I dont la valeur est inférieure à I0. En d'autres termes, la transmittance diminue à mesure que le milieu traversé absorbe la longueur d'onde lambda. Le milieu ici, ce sont les gaz, et les rayons utilisés, ce sont des infrarouges qui vont de à peu près 2 à 18 micromètres. Je délimite une gamme comprise entre 7 et 15 micromètres, ce qui correspond aux longueurs d'onde effectivement émises par le sol, c'est ce que me dit l'énoncé. Je fais pareil sur les graphiques à droite et je regarde ce qui se passe. Alors pour l'O2, pas grand chose, pas vraiment d'absorption des infrarouges, ou en tout cas rien qui casse vraiment des briques. En revanche, pour le CO2, c'est déjà plus significatif. Regardez, je colorie à présent en bleu la portion absorbée, qui correspond à des longueurs d'onde de 14-15 micromètres. Même constat avec le méthane, CH4, avec ici des pics d'absorption vers 12 et 15 micromètres. Quant à l'eau, c'est également un gaz capable d'absorber les infrarouges, et pas des moindres, si l'on en juge par la surface des pics absorbés. En réalité, l'eau, c'est responsable de la majeure partie de l'effet de serre, et les quantités sont tout à fait considérables, si on considère l'évaporation des océans. En conclusion, ces données permettent d'affirmer que l'eau, le méthane et le dioxyde de carbone sont des gaz atmosphériques qui absorbent une partie des infrarouges émis par le sol. Ils constituent donc ce qu'on appelle des GES, des gaz à effet de serre. Alors ce sont quantitativement les plus importants, mais il y en a d'autres, comme le protoxyde d'azote ou un certain nombre de gaz fluorés produits notamment par les activités humaines. On termine par la consigne 3, qui vous invite à étudier les variations atmosphériques de CO2 depuis 800 000 ans et à les comparer à celles plus récentes des 2 derniers millénaires. On vous demande aussi d'en déduire les conséquences prévisibles sur le forçage radiatif, un terme que j'ai défini tout à l'heure. Alors je regarde le graphique du haut qui montre les 800 derniers millénaires. Je constate que le taux de CO2 fluctue avec une valeur maximale d'environ 290-4%. Alors faites bien attention, il y a une erreur dans le document original. Ce n'est pas 10 puissance moins 7 qu'il faut lire, mais bien 10 puissance moins 4%, autrement dit 10 puissance moins 6, c'est-à-dire une valeur de 280 ppm. ppm, ça veut dire partie par million, donc par 10 puissance 6. La valeur minimale est de l'ordre de 200 ppm, et la concentration en CO2 de l'atmosphère oscille entre ces deux valeurs pendant les 800 000 dernières années. Maintenant, si on zoome sur la partie plus récente, et plus particulièrement à partir de la fin du 19e siècle, on remarque une hausse très soudaine pour atteindre 410 ppm en 2019. Cette hausse, si on regarde bien, c'est la plus rapide et la plus importante depuis 800 000 ans. Alors comment peut-on l'expliquer? Au moins par ça, la révolution industrielle, le développement des centrales à charbon, et d'une manière plus générale, l'utilisation de la matière organique fossile, dont la combustion est fortement émettrice de CO2. La situation ne s'est pas franchement améliorée depuis, avec l'accroissement de la population mondiale, des besoins énergétiques, le développement de l'économie globale et aussi des pays dits émergents. Vous avez là une photo d'une des villes les plus polluées au monde. En résumé, l'augmentation rapide du CO2 atmosphérique entraîne un renforcement de l'effet de serre, donc une augmentation de l'énergie totale absorbée par la Terre, qui excède de plus en plus l'énergie émise vers l'espace. Et ça, on l'a vu, ça correspond à une aggravation du forçage radiatif qui devient de plus en plus positif. Alors que retenir de tout ça? La notion 2 est là pour vous éclairer. Comme d'habitude, elle est à recopier intégralement dans votre cahier et à mémoriser pour la prochaine fois. D'ici là, bon travail!